Vendredi 20 juin 2025, c'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Un audit interne a mis en lumière de graves irrégularités dans la gestion des taxes de chargement à la mairie de Parakou. Sur plus de 7,5 millions de francs CFA collectés entre octobre 2024 et mai 2025, 5 millions de francs CFA restent introuvables. Les précisions dans cette édition. En prélude à la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football, les journalistes sportifs béninois ont bénéficié d'une formation spéciale ce vendredi 20 juin 2025 au siège de la Fédération à Cotonou. L'objectif visé est d'outiller les acteurs des médias pour une couverture médiatique professionnelle et adaptée à cette discipline. On fait le point dans ce journal. Hors de nos frontières, les députés britanniques ont adopté ce vendredi 20 juin en deuxième lecture une proposition de loi historique visant à légaliser l'aide à mourir pour certains malades en phase terminale. Le texte adopté par les députés prévoit que l'aide à mourir soit légalisée pour les adultes en phase terminale dont l'espérance de vie est inférieure à 6 mois et qui sont capables de prendre eux-mêmes la substance provoquant leur décès. On en parle dans quelques instants. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Lors d'une rencontre avec la presse ce vendredi 20 juin 2025, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, s'est exprimé sur la rémunération des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et autres soulevés par l'opposition parlementaire. Face à cette question, le porte-parole a fait savoir que les débats auront lieu à l'Assemblée nationale au moment opportun. Sans aller dans les détails, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que les rémunérations des personnalités et autres sont organisées par un acte. En 2018, des rumeurs sur les réseaux sociaux assuraient que les ministres percevaient de façon mensuelle 16 millions de francs CFA, une affirmation qu'avait balayée du revers de la main le président Patrice Talon lors d'une rencontre avec les responsables syndicaux en février 2018. À l'occasion, Patrice Talon a expliqué les augmentations de salaire opérées dans l'administration par une volonté de rationaliser les rémunérations. Je l'annonce au sommaire de cette édition, un audit interne a mis en lumière de graves irrégularités dans la gestion des taxes de chargement à la mairie de Parakou. Sur plus de 7,5 millions de francs CFA collectés entre octobre 2024 et mai 2025, 5 millions de francs CFA restent introuvables selon les informations. Un contrôle inopiné réalisé par la direction des affaires administratives et financières a révélé des anomalies majeures dans la collecte et le reversement des taxes de chargement de bus fixées à 5 000 francs CFA par opération. L'audit, qui a couvert la période allant d'octobre 2024 à mai 2025,
a ciblé notamment le bureau du régisseur des recettes et la trésorerie communale. Les pièces examinées, notamment les registres, les livres de caisse, les carnets de taxes et relevés de versements, révèle un écart injustifié. Sur 7 520 000 francs CFA recouvrés, seulement 2 715 000 francs CFA ont été effectivement reversés. Le reste, soit 5 millions, demeurent introuvables. Les lignes d'imputation Les responsables du contrôle évoquent l'absence de lignes d'imputation dans les systèmes financiers comme raison du non-reversement entre octobre et décembre 2024. Cependant, cet argument est fragilisé par les données du parc CNCB qui témoignent bien d'un encaissement effectif durant cette période. La mission de contrôle a recommandé le remboursement immédiat du montant restant dû et demandé à l'autorité compétente de prendre des mesures disciplinaires contre les agents impliqués. Selon les informations, un agent mis en cause a reconnu les faits et procédé à un remboursement partiel de 2 520 000 francs CFA que le trésorier communal a récupéré contre des charges. On poursuit cette édition dans un autre registre en Côte d'Ivoire à 4 mois des élections présidentielles prévues pour octobre 2025. Le climat politique reste tendu. La commission électorale indépendante CEI a publié il y a quelques semaines la liste électorale définitive. Une situation qui suscite des réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. Au micro de Quentin Amousso, Agapite Napoléon Maforican analyse cette radiation. Suivez plutôt. Lorsqu'on n'est pas en Côte d'Ivoire, on peut être amené à donner n'importe quel avis. On peut soupçonner des manœuvres pour écarter des candidats ou des adversaires gênants, des adversaires qui peuvent constituer des goulots sur le chemin de celui qui détient le pouvoir et qui voudrait se maintenir. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Mais il faut, lorsqu'on est en Côte d'Ivoire, lorsqu'on est sur place, on peut l'analyser comme un élément, disons, résultant du code électoral et donc du droit positif ivoirien. Donc, si on a deux positions à prendre, c'est à deux niveaux. Du point de vue du droit purement, du droit des élections, du droit public, ça veut dire simplement qu'ils n'ont pas rempli les qualités pour être sur la liste électorale, chacun ayant des raisons, enfin, que la loi juge est nécessaire pour ne pas pouvoir les faire inscrire sur la liste. Donc ça, c'est le premier. J'ai suivi un peu les vicissitudes de M. Thiam par rapport à la double nationalité. Il s'est défait d'une nationalité. Il a pris la présidence du PDC. Enfin, au moment où la nationalité, il avait encore la double nationalité. Enfin, il y avait un problème de temps, de période. Donc après, donc il a démissionné de la présidence donc, du PDCI. Il est revenu, il a été nommé à nouveau, élu à nouveau. Donc, vous voyez que ça fait des assez de manœuvres. Du côté de Gbagbo aussi, c'est du yo-yo. Guillaume Soro connaît un peu cette situation vis-à-vis du pouvoir à l'interne. Est-ce qu'il réside même sur le territoire national? Et donc, du coup, il y a un certain nombre de situations qui ne sont pas suffisamment claires pour que l'on puisse, de droit, émettre une position tranchée. Donc, sur le plan du droit, il n'y a pas de satisfaire en conditions pour y aller et pour être sur la liste électorale. Sur le plan politique maintenant, on peut se laisser aller à toutes sortes de lucubrations, de conjectures, de spéculations. Et ça, c'est du domaine de la politique. Et là, on peut ne pas se priver de dire que le président Ouattara a trouvé des occasions, quand même, et les siens ont trouvé les moyens de se défaire peut-être d'adversaires gênants. Mais là, c'est de la politique. Et puis bon, voilà, donc on ne se fait pas de cadeaux. Et puis on parle éducation à présent. Le Bénin entre dans le cercle fermé des pays d'Afrique de l'Ouest équipés d'un système de correction automatisé des copies d'examen par lecture optique. Le joyau a été inauguré mercredi 18 juin dernier par plusieurs membres du gouvernement à la faculté des sciences de la santé FSS de Cotonou. Doté d'un lecteur optique de haute précision, le centre inauguré est capable de corriger
rédiger jusqu'à 7500 copies par heure. Une première pour le Bénin, saluée par le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, comme un tournant vers une évaluation académique plus juste et technologique. Grâce à ce nouveau joyau, le Bénin devient le 3e pays d'Afrique de l'Ouest à adopter ce type de dispositif après la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ce centre de correction par lecteur optique va permettre une évaluation plus rapide, fiable et impartiale des étudiants. Il va également permettre un gain de temps précieux pour les enseignants qui pourront se recentrer sur la recherche, l'innovation pédagogique et les soins cliniques. Le centre se veut également être une protection renforcée contre les risques d'erreur, de favoritisme, voire d'abus, en assurant une traçabilité complète et objective des résultats pour un environnement universitaire plus sain et équitable. On poursuit cette édition. Un individu circulant à moto se présentant comme militaire a été interpellé dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 juin 2025 à Boikon lors d'une patrouille de routine. L'homme s'est présenté comme membre des forces armées béninoises. Sur place, impossible pour lui de prouver son appartenance à l'armée. Pas de carte professionnelle, pas d'ordre de mission. Sans tarder, il fut conduit au commissariat du 2e arrondissement de Boikon pour vérification. Mais le faux militaire n'a pu justifier ses propos. Suite à la découverte de la supercherie, le suspect a été placé en garde à vue pour usurpation de titre. Il pourrait être présenté au procureur près le tribunal d'Abomey dans les prochains jours. On parle sport dans cette édition. Les personnes handicapées du Bénin ont accès aux activités sportives dans les conditions requises. C'est le cas de l'association Lyon Handisport. Carles Kitome s'est invité à leur séance d'entraînement à la Maison des Jeunes d'Agla le jeudi 12 juin dernier. Suivez son récit. Oh là là! Cette séquence permet d'apprécier le talent et l'adresse de ses compétiteurs, fruit d'un travail acharné. Oui, nous pratiquons du basket depuis plus d'une vingtaine d'années déjà. Moi, c'est déjà au moins 20 ans. Je pratique le handi-basket et le para-tennis de table. C'est un travail de longue haleine. Comme on le dit souvent, le travail a toujours payé. C'est par rapport au nombre d'entraînements, par rapport à l'abnégation, par rapport à la volonté que nous avons à pratiquer le handi-basket. Grâce au handi-basket, certains parmi ces joueurs ont déjà participé à des compétitions à l'étranger. Nous avons participé à plusieurs compétitions internationales. On était au Sénégal, on a fait un peu l'Afrique de l'Ouest. On a participé plusieurs fois au tournoi Victor Ocheyi au Nigeria. Nous allons bientôt au Nigeria pour une compétition. Nous nous préparons aussi pour des Jeux au niveau de l'Afrique du Sud. Donc vous voyez que c'est vraiment du sérieux. Et nous faisons du sport comme tous les autres types de personnes. Donc il faut vraiment sortir les enfants. Au Bénin, le handisport est désormais accessible sans restriction de genre. Au Bénin, la famille du handisport est ouverte à tous avec l'appui du Conseil national paralympique. Parlons toujours sport en prélude de la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations mini-football qui se jouera pour la première fois avec la participation du Bénin. La Fédération béninoise de mini-football a réuni les journalistes sportifs pour une formation spéciale. La dite formation s'est déroulée ce vendredi 20 juin 2025 au siège de la Fédération à Cotonou. L'objectif est d'outiller autant pour moi pour
une couverture médiatique professionnelle et adaptée à cette discipline des professionnels des médias. Romaric Djesugogbenou était de la partie. Voici son compte rendu. C'est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à cette session de formation organisée par la Fédération béninoise de mini-football. À votre intention, vous, professionnels des médias. En route pour la CAN 2025 de mini-football, au siège de la Fédération béninoise du mini-football, plus d'une vingtaine de journalistes ont répondu présents à l'invitation de la Fédération pour une formation inédite. La loi dit, si une équipe est réduite à moins de 4, le match est arrêté. Cette session de renforcement de capacité, tenue en partie en visioconférence depuis la Tunisie, vise à mieux outiller les hommes et femmes des médias pour une couverture professionnelle de cette discipline encore méconnue du grand public. Le Bénin rejoint la famille africaine et internationale du mini-football. Organisée sous l'impulsion du président de la Fédération béninoise de mini-football, Germain Sourou-Renvouegbe, cette formation marque une volonté claire. Nous sommes dans une logique de la vulgarisation de mini-football et c'est dans cette optique que nous avons organisé cette formation à l'endroit des hommes des médias que vous êtes. Et nous tenons sincèrement à vous dire que nous avons atteint notre objectif parce qu'avec l'expert que vous a tenu tout à l'heure en formation, vous avez reçu ce qu'il faut. Et après elle, vous avez reçu encore beaucoup de notions, beaucoup d'explications par rapport aux lois, par rapport aux principes qu'est le mini-football au plan continental, au plan international, à travers les éminents sportifs, les éminents encadreurs de cette loi-là. Nous avons atteint notre objectif. Je pense que c'est un défi que nous avons à relever tous ensemble. Félicitations pour votre participation à la formation des amis journalistes sportifs. À l'issue de cette session, chaque participant est reparti avec un parchemin de reconnaissance et aux participants de saluer l'initiative. Grâce à cette formation, on connaît déjà ce qui s'est passé depuis la création de la World Mini Football Federation, passant par la Fédération africaine de mini football ainsi que tout ce qu'il y a eu autour de la discipline. Aujourd'hui, nous sommes en mesure quand même de parler de cette discipline, de pouvoir dire ce qu'il y a autour de ça de façon technique. Je pense que en tant que journaliste sportif, je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, je suis bien outillé. La Fédération béninoise de mini football est une fédération naissante. Je crois qu'il est quand même de bon temps qu'on cherche à comprendre réellement les règles, les lois qui régissent cette discipline sportive naissante dans notre pays, le Bénin. Le Bénin, dans son histoire, participera pour sa toute première fois à ce grand rendez-vous. Les regards seront tournés vers la Libye du 14 au 25 juillet 2025. Dans le même registre, à l'issue de cette séance de formation, le secrétaire général de la Fédération béninoise de mini-football, Janvier Ronvio, s'est exprimé au nom du président empêché Germain Renvouegbe. Il est revenu sur les enjeux de cette initiative et a insisté par la même occasion sur le rôle crucial des journalistes dans la valorisation du mini-football au Bénin. Suivez dans cet élément un extrait de sa déclaration, des propos recueillis par Romaric Djesugogbenou. Nous sommes dans une logique de la vulgarisation de mini-football et c'est dans cette optique que nous avons organisé cette formation à l'endroit des hommes des médias que vous êtes. Et nous tenons sincèrement à vous dire que nous avons atteint notre objectif parce qu'avec l'expert que vous a tenu tout à l'heure en formation, vous avez reçu ce qu'il faut. Et après elle, vous avez reçu encore beaucoup de notions, beaucoup d'explications par rapport aux lois, par rapport aux principes qu'est le mini-football au plan continental, au plan international, à travers les éminents sportifs, les éminents encadreurs de cette loi-là. Nous avons atteint notre objectif. Je pense que c'est un défi que nous avons à relever tous ensemble. Nous sommes là en train de nous préparer pour que notre première participation soit une participation à féliciter. Nous sommes en train de travailler pour que le Bénin soit ici au plus haut rang. Le Bénin soit victorieux
pour cette CAN qui va se tenir à Derna. C'est notre objectif parce que nous devons accompagner le chef de l'État dans sa dynamique. Le chef de l'État a compris effectivement que le Bénin doit se retrouver au plan international en matière de sport. Et c'est dans cette optique que nous sommes en train de faire cet effort-là. Vous ne doutez pas de la personne de Germain Sourouamba-Hubert, qui est un homme courageux dans le sport, qui fait beaucoup de choses dans le cadre de mini-football. Et donc, pour le mois de juillet, à Derna, nous comptons sur nos poulets, nous comptons sur la sélection que nous avons faite, nous comptons sur les efforts du coach, nous comptons sur vous-même, les hommes de la presse, pour que, au soir de la finale, que ce soit d'abord le Bénin qui remporte la victoire. Et puis, hors de nos frontières à présent, au Niger, après plusieurs mois de crise, la junte militaire au pouvoir a annoncé ce jeudi la nationalisation de la Somaïr, filiale du géant français de l'uranium, Orano, qui en avait perdu le contrôle opérationnel depuis plusieurs mois. Un dossier devenu un symbole de tension entre Paris et Niamey depuis le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum en juillet 2023. Dans son dernier communiqué daté de mi-mai, Orano s'inquiétait de l'arrestation de son directeur, toujours détenu après une perquisition dans les bureaux de la société par les forces de sécurité. À cette occasion, du matériel informatique et des téléphones portables avaient été saisis selon Orano, qui avait dans la foulée saisi le procureur de la République pour arrestation arbitraire et détention illégale. L'entreprise déplorait également l'incapacité d'accéder aux locaux de ses filiales à Niamey. Toujours à l'échelle internationale, les députés britanniques ont adopté ce vendredi 20 juin 2025 en deuxième lecture une proposition de loi historique visant à légaliser l'aide à mourir pour certains malades en phase terminale. Avec 314 voix pour et 291 contre, le test visant à légaliser l'aide à mourir au Royaume-Uni pour certains malades en phase terminale a été adopté par les députés. Le test adopté par les députés prévoit que l'aide à mourir soit légalisée pour les adultes en phase terminale dont l'espérance de vie est inférieure à 6 mois et qui sont capables de prendre eux-mêmes la substance provoquant leur décès. S'il est finalement adopté dans les deux chambres, il faudra encore attendre 4 ans avant que le suicide assisté ne soit effectivement mis en place en Angleterre et au Pays de Galles. Selon une évaluation du gouvernement, entre 160 et 640 suicides assistés pourraient avoir lieu dans la première année, avant une hausse progressive jusqu'à environ 4 500 la deuxième année. Actuellement, l'aide médicale à mourir est illégale et fait encourir la peine de 14 ans de prison en cas d'aide ou d'incitation en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. En Écosse, où une personne aidant quelqu'un à mourir peut être poursuivie pour homicide volontaire, les députés ont adopté le mois dernier en première lecture un projet de loi pour légaliser le suicide assisté. L'île de Man est devenue en mai le premier territoire britannique à légaliser une forme d'aide à mourir. Et voilà, chers internautes, c'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.